T'as dit un nombre de conneries à la minute ahurissant. On va se calmer? Ouais, non. J'ai dit, moi je suis non mais... Détends-toi, non, vraiment détends-toi. Vous mentez. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Bah allez-y, je pense à quel chiffre là? 70 milliards. N'importe quoi. Je pensais à 1000. C'est pas le concours de la petite blague. Parce que tu veux, j'entends pas. Non, C'est oui. normal? Ni bien ni pas bien, je suis pas venue là pour avoir des bons ou des mauvais points. Que vous le voulez ou non, vous avez une tête d'arabe, vous ressemblez à mon oncle Mahfoud au Maroc. Ah, Monsieur Chambaud, votre adversaire vient de marquer un point, une réaction. Les gens n'ont plein de cul des arabes. On se calme là, merde! Pas possible, c'est pas une cour de récré, merde! Faites la paix! Salut les amis, c'est Valorant pour le crayon. Aujourd'hui nous sommes dans le ring. C'est aujourd'hui le terme qui anime et tranche les débats d'idées. Spectre de la dérive radicale d'une société où disqualification facile et rapide venue de la Russie des années 50, l'extrême droite n'a jamais autant été combattue, mais jamais accolée au dos d'autant de personnes. Certains la combattent par le débat, d'autres par l'ignorance, quand certains se désolent d'y être associés. Terme fantôme et flou, ou danger réel qui grandit, quelle est cette extrême droite et faut-il débattre avec elle? Nous recevons aujourd'hui pour en débattre Louis Boyard, chroniqueur TPMP et Blonde Studio et ancien président de l'Union nationale des lycéens. Je voulais vous dire merci parce que vous donnez le meilleur exemple que ce que tous les BTS et tous les étudiants cherchent à montrer. On se retrouve face à un mur. Salut Louis. Salut. Face à Georges Jordi, journaliste ancien de Valeurs Actuelles, maintenant au Livre Noir et qui crée bientôt sa chaîne YouTube. J'ai aimé la contradiction et c'est comme ça que je suis devenu de droite, quoi. C'est en me disant, en fait, je vais défendre véritablement, je vais défendre mon pays, je vais défendre mes valeurs, je vais défendre mon cocon à moi, ma famille et ça fera moi quelqu'un de droite. Bonjour Georges. Bonjour Valorant. Bonjour Louis. Messieurs, prenez place. Vos débatteurs sont prêts, votre présentateur est prêt. On se retrouve dans le ring. Donc, on se retrouve au cœur du débat. Je suis ravi de vous réunir aujourd'hui pour ce débat parce que c'est aujourd'hui une question qui anime énormément de débats de télévisuels, mais aussi au sein des familles, au sein des corporations, au sein même des entreprises. Moi, ce qui m'intéresse dans cette question-là, c'est d'abord et avant tout de définir ces termes. Aujourd'hui, l'extrême droite, politiquement, généralement, on la matérialise par Éric Zemmour et Marine Le Pen. Est-ce qu'ils sont d'extrême droite selon vous? Et si eux sont d'extrême droite, qu'est-ce qu'ils ne l'est pas? Et si eux ne sont pas d'extrême droite, qui sont d'extrême droite aujourd'hui? Louis? C'est compliqué à définir l'extrême droite parce que c'est un phénomène qui est très ancien, il y a toujours eu de l'extrême droite, mais la forme qui est en train de prendre l'extrême droite aujourd'hui, elle est complètement nouvelle. On peut généralement la caractériser par le fait que ce soit des opinions politiques où le pilier, c'est les questions identitaires, les questions de rapport au pays et de l'identité des gens par rapport à ce pays-là. Sauf que, par exemple, vous avez Éric Zemmour qui est une personne qui est très libérale. Vous avez une Marine Le Pen qui, elle, sur les doctrines économiques, bon, elle n'est pas non plus, c'est pas non plus une bolchevique, mais quand même. Donc l'extrême droite, en fait, c'est un champ extrêmement large et son socle, c'est la question identitaire. C'est comme ça que je le définis. Après, aujourd'hui, enfin, avant l'extrême droite, c'était un tabou. On ne discutait pas avec l'extrême droite. Jacques Chirac, par exemple, avait refusé le débat avec Jean-Marie Le Pen en disant « Nous ne composerons jamais avec le racisme et l'antisémitisme ». Je ne peux pas accepter la banalisation de l'intolérance et de la haine. À mes yeux, l'extrême droite est raciste et antisémite. Mais aujourd'hui, l'extrême droite est devenue banalisée, ça c'est la stratégie de Marine Le Pen, qui petit à petit, d'année en année, de sortie en sortie, a réussi à rendre l'extrême droite acceptable, et elle prend même plus de place que la droite dans le pays, et en fait, finalement, on se retrouve dans... là où avant on avait la droite et la gauche et tout était très simple à comprendre, on arrive dans une sorte de nouvelle composition politique, avec d'un côté l'extrême droite, incarnée par Zemmour ou Marine Le Pen, le centre, incarné par Emmanuel Macron, et ensuite vous avez la gauche où c'est divisé comme jamais et c'est la fête. Donc voilà, c'est ça l'extrême droite aujourd'hui en France. Georges, toi tu considères que justement Marine Le Pen et Éric Zemmour ne sont pas d'extrême droite? Non, je ne considère pas qu'ils sont d'extrême droite et je considère que le concept d'extrême droite a été dévoyé dans les années 80, plus précisément je pense au tournant de la rigueur, qui corrobore la création de SOS Racisme, où on a créé l'étiquette d'extrême droite pour discréditer un opposant politique. Et comment on s'en rend compte de ça? C'est parce que aujourd'hui, on est incapable de relier l'extrême droite, de ce qu'on appelle l'extrême droite aujourd'hui, avec l'extrême droite historique. Puisque comment peut-on comparer Éric Zemmour
avec, je sais pas, les ligues des années 30, le boulangisme des années 1890. Donc, et en plus de ça, comment moi je caractériserais l'extrême droite, c'est une incrédulité aux structures démocratiques. C'est-à-dire que l'extrême droite s'est toujours donné comme objectif de renverser la République, de renverser les dogmes républicains. Au contraire, Marine Le Pen et plus récemment Éric Zemmour font leur les questions démocratiques, font leur les questions du peuple, réaménagent la structure du peuple dans la nation française. Et donc je pense qu'il y a une incohérence à parler d'eux comme des gens d'extrême droite. C'est des gens de droite, puisqu'ils mettent au cœur de leur rhétorique politique les questions d'identité, les questions nationales, mais d'extrême droite, je pense, ça veut rien dire. Et puis même si on veut aller au-delà, extrême par rapport à qui ? Qui définit la médiane sur lequel Éric serait d'extrême droite ? Tu vois ce que je veux dire ? Donc je pense que le terme est mal usité, je pense qu'il y a mais ça va avec un débat politique qui n'a plus le goût des mots, qui n'a plus le goût de la justesse des mots, et on traite de fascistes, d'extrême droite, de populistes, enfin, on n'a plus la connaissance de la profondeur des mots. Voilà. Bah, y a pas à s'en vouloir d'être d'extrême droite. Moi, par exemple, on me caractérise parfois comme quelqu'un d'extrême gauche. C'est pas un terme que je rejette, c'est pas non plus un terme que j'accepte. À chacun de me définir comme je le suis. N'empêche que l'extrême droite, et que tu demandais par exemple les comparaisons avec d'autres mouvements d'extrême droite, c'est ça que je dis moi. C'est que le fond de l'extrême droite, le socle de toute la pensée politique, c'est l'identitaire. C'est le rapport à l'identité. Mais ça peut être ton interprétation. Mais moi, en tout cas, c'est quelque chose que je vois en commun. Ensuite, par rapport à la République et à la démocratie sur Éric Zemmour et Marine Le Pen, il y a deux choses sur lesquelles je suis pas d'accord. Déjà, je trouve que Éric Zemmour a un rapport à la République qui est très étrange. Dans le discours de la Convention de la droite, on a eu 10 minutes où il a passé beaucoup de temps à critiquer la Révolution française et le mal progressiste qu'il était. Le progressisme, c'est l'omniprésence de la parole soi-disant libre, servie par une technologie d'une puissance de diffusion jamais vue dans l'histoire, mais en même temps, comme ils aiment dire, un appareil répressif de plus en plus sophistiqué. Éric Zemmour, c'est aussi une personne qui remet en cause les droits de l'homme, pas uniquement sur le fond idéologique, mais aussi sur son application juridique. Et pour moi, c'est être anti-républicain. Je fais pas de la diffamation en disant ça, en disant que Éric Zemmour pense que la Révolution a apporté un mal progressiste, et en disant qu'il veut remettre en question certaines parties des droits de l'homme parce que leur application juridique les dérange. Voilà. Ensuite, il y a une deuxième chose, sur le côté rapport à la démocratie. Je ne considère pas que ces gens soient démocrates, mais là, encore une fois, Pourquoi ? Mais je vais vous expliquer. C'est pas uniquement pour discréditer, c'est parce que pour moi, la démocratie, c'est le pouvoir au peuple. Pour moi, la démocratie ne doit pas être incarnée que par une seule personne. Et la droite, certains peuvent en faire un reproche, d'autres une qualité, la droite a toujours fonctionné sur la question du leader naturel. C'est-à-dire d'avoir une personne qui incarne l'idée et qui dirige l'action. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui la crise dans laquelle se retrouve la droite. Les Républicains n'ont pas de leader naturel, Marine Le Pen est discréditée au sein de son parti, et Éric Zemmour s'impose en leader naturel. Sauf que quand on fait reposer toute la démocratie sur un leader naturel, sur une identité, on arrive dans tous les déboires qu'on critique aujourd'hui avec Emmanuel Macron. Du coup, c'est pour moi que, à mon sens, il y a un problème de démocratie avec Éric Zemmour et Marine Le Pen, c'est que le leader naturel, pour moi, c'est antidémocratique. Et enfin, il y a une deuxième chose, le rapport au juge. Par exemple, Éric Zemmour est opposé au Conseil constitutionnel, qui pour moi est un ultra important garde-fou démocratique. Mais encore une fois, et c'est ça que j'essaie de te montrer, je suis pas en train de te discréditer, je suis pas en train de te diffamer. Chaque différence qu'on a les uns les autres, c'est pas une honte, c'est pas une insulte, c'est des différences qui sont marquées. Et ensuite, moi je pense que l'extrême droite, on ne doit pas discuter avec eux, parce que justement ces idées-là sont trop dangereuses, et que si on les laisse prospérer, elles détruisent tout derrière elles. Donc voilà. Mais ce sont des idées, il n'y a pas à en avoir honte. Si jamais t'es d'extrême droite, t'es d'extrême droite. Si on te qualifie d'extrême droite, assume-le. Moi, on me dit parfois que je suis d'extrême gauche, je m'en fous. Les gens, ils me qualifient comme ils veulent. T'as certaines idées, j'en ai d'autres, mais il n'y a pas d'insulte. C'est qu'un débat d'idées. Ça, je suis totalement d'accord que ce n'est qu'un débat d'idées. C'est qu'un débat d'idées, mais je vais répondre point par point parce que c'est intéressant. Et j'aimerais rajouter du coup à la question, est-ce que à qui c'est de définir ce que nous pensons ? Est-ce que c'est à nous-mêmes ou est-ce que c'est aux réactions des autres ? En fait, à mon avis, ça va au-delà de ça. C'est que mais je vais répondre point par point à ce que tu dis parce que c'est intéressant. Mais juste, je finis sur ce concept même d'extrême droite. Tu ne peux pas faire comme si le concept d'extrême droite était neutre. Le concept d'extrême droite, il est dans la filiation directe avec le fascisme. Et le fascisme ayant perdu la Seconde Guerre mondiale, le discrédit qu'on accorde
au fascisme et donc à l'extrême droite, il est absolu. Donc forcément, quand tu me dis « mais t'es extrême droite, il n'y a pas de galère », non, en fait non. Parce que si je suis d'extrême droite, c'est que je suis pas loin du fascisme. Si je suis pas loin du fascisme, j'ai pas ma place dans le débat démocratique. Bon, mais je vais répondre point par point à ce que tu dis tout à l'heure. Tu dis que l'extrême droite se définit par une place centrale à l'identité. Non, en fait non. Tous les partis se définissent par une place centrale à l'identité. Déjà, l'identité française, et puis plus généralement l'identité militante qui définit l'attachement à chaque parti. Par exemple, je pense au Parti socialiste dans les années 30, je pense à la création du Parti communiste. La question identitaire est très forte à ce moment-là. La question du communisme français est très forte. Ensuite, tu parles de la Révolution, quand Éric Zemmour critique la Révolution. Éric Zemmour fait une critique de la Révolution qui est, à mon avis, constructive, où il essaie d'aller au-delà de la lecture caricaturale qu'on a de la Révolution française, à savoir la révolution du peuple sur un pouvoir autoritaire, ce qui est faux, c'est une révolution bourgeoise, franc-maçonne, et ça c'est aussi une critique que fait Marx à la Révolution. Marx n'est pas d'extrême droite, si je ne m'abuse. Marx a un absolu de révolution qui est la révolution de 1830. En revanche, de la Commune, pardon. En revanche, la Révolution française, il émet des critiques par rapport à ça. Marx n'est pas d'extrême droite, premier élément. Deuxième élément, tu dis l'extrême droite se focalise actuellement. Je réfute toujours le concept d'extrême droite, mais pour qu'on se comprenne, je vais l'utiliser. Tu dis l'extrême droite amène un homme fort. Tu vois, l'extrême droite. La question du leader naturel, ouais. Alors non, en fait. La subtilité, c'est que si homme fort il y a aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec l'extrême droite. C'est parce que, justement, le pouvoir n'est plus au peuple qu'il s'en remet à un homme fort. Je m'explique. Tout à l'heure, tu faisais référence à l'aspect démocratique de notre pays. 2/3 des Français sont opposés radicalement à l'immigration. Voilà, ça c'est un sondage de l'IFOP. J'ai l'ensemble des sondages sur l'immigration, mais je pourrais t'en parler. 82% des électeurs estiment que la sécurité est un thème majeur de la campagne, 70% estiment que le terme ensauvagement est justifié, et enfin, 2/3 des Français considèrent que l'immigration a un effet négatif sur la population. C'est les mêmes sondages qui donnaient le Rassemblement national gagnant à toutes les élections régionales. Et sur la France. Je finis juste sur le terme... Et au-delà des sondages... Non, mais je finis juste sur le concept sondage. Bien sûr. C'est parce que les Français ne se sentent plus représentés dans les institutions démocratiques qu'ils choisissent d'aller par la démocratie, parce que je te rappelle qu'aucun électeur potentiel d'Éric Zemmour n'appelle à renverser la République, ils appellent juste à voter pour quelqu'un. Donc dès lors qu'on est dans une conception de vote, il n'y a pas d'extrême droite. Si jamais on était dans un pays où le tiers des Français étaient d'extrême droite, il n'y aurait plus de France. Il y aurait une guerre civile, parce que les gens seraient prêts à marcher sur Paris, les gens seraient prêts à faire un putsch. Là, c'est pas le cas. Là, on est quand même dans un cadre démocratique. C'est parce que les structures démocratiques n'ont pas répondu aux attentes des Français qu'ils s'en remettent à un esprit ou un homme fort. Moi, je trouve que c'est absolument pas antinomique avec la démocratie. D'ailleurs, le général de Gaulle n'était pas un antidémocrate. Et pourtant, c'était la figure de l'homme fort. Oui, c'est cool parce que le général de Gaulle, moi-même, je peux me l'invoquer à ma sauce, c'est quelque chose de chouette. Sur le Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel est une création éminemment politique. Ça n'a jamais été pensé comme pour être un garde-fou de la démocratie. Ouais, ça a quand même été de fait, et on se souvient tous de la loi de François Hollande sur les 75% de salaire qui avait été toqué par le Conseil constitutionnel. J'entends bien, mais il a répondu dès sa création à des aspirations politiques. Heureusement que le Conseil constitutionnel est une autorité politique, parce que quand on parle de démocratie, quand on parle même de tout l'ordonnancement juridique, si le Conseil constitutionnel va à l'encontre de ce que veulent les Français, par exemple, je pense aux reconduites aux frontières que le Conseil constitutionnel interdit. Par exemple, le Conseil constitutionnel va à l'encontre de ce que veulent les Français. Est-ce que tu considères que le Conseil constitutionnel c'est complètement faux que de dire que le Conseil constitutionnel pourrait s'opposer à la volonté des Français, parce que la jurisprudence du Conseil constitutionnel est constante. À partir du moment où un référendum a voté telle décision, combien même elle serait anticonstitutionnelle, même contre les droits de l'homme, le Conseil constitutionnel s'appliquera toujours sur cette décision. La jurisprudence est constante à ce sujet, premièrement. Deuxièmement, tu disais que l'extrême droite n'était pas un concept neutre. Bien sûr que non, mais rien n'est neutre. L'extrême gauche non plus. L'extrême gauche, ça rappelle. L'extrême gauche, ça s'appelle l'URSS. Je t'ai pas qualifié d'extrême gauche. Non, mais je sais. Mais moi précisément, c'est parce que le concept n'est pas neutre que je vous qualifie comme quelqu'un d'extrême droite. Parce que j'essaie de pointer quelque chose. Parce que pour moi, à mes yeux, aujourd'hui,
aujourd'hui, le mouvement incarné par Éric Zemmour et par Marine Le Pen, ce sont les héritiers de ce qui était à l'époque tous les mouvements que vous avez cités avant. Parce que, des filiations concrètes. Par exemple, vous avez parlé de l'identité. Vous dites oui, le Parti socialiste, le Parti communiste sur l'identité. Oui, mais regardez par exemple Emmanuel Macron, lui, son socle, c'est les questions économiques et européennes. Tout le programme d'Emmanuel Macron est construit sur le fait que la France doit s'intégrer dans une communauté, dans une logique libérale, mais plus que ça, dans la construction d'un projet européen. Le socle idéologique d'Emmanuel Macron, c'est ça. Le socle idéologique de la gauche, d'où moi je viens, c'est le fait qu'il y a plusieurs classes sociales et qu'il y a une classe qui en domine une autre, qui est la classe pauvre et majoritaire, la classe prolétaire, et que voilà, tout mon socle idéologique est construit sur ça, et je suis capable de le justifier. Tout le socle de l'extrême droite, et c'est pas votre faute, hein, c'est pas vous qui avez forcément décidé d'être comme ça, mais tout le socle de l'extrême droite repose sur le fait que chaque citoyen français appartient à une culture et à une patrie, et qu'il y a une fierté à ressentir de cela, et qu'il y a un sentiment d'appartenance, et derrière ça découle de tout. Sur les questions économiques, par exemple. Gauche raisonner comme ça ? Bah non, et bah je vous... Alors, non, je termine. Je termine. Je fais une petite remarque. Si tu penses qu'on ne peut pas être de gauche en pensant faire partie d'un commun, faire partie d'une patrie, ça explique peut-être les 6% que vous avez à la LFI. Alors, déjà, de 1, je suis pas à la France Insoumise. De 2, si jamais tu cumules tous les scores de la gauche, aujourd'hui, on est à 26%, donc on est majoritaire dans le pays. De 3, beaucoup. Le Pen et Éric Zemmour ensemble, c'est 42%, il me semble, parce que 16 et 19. Donc c'est oui, mais c'est là aussi où il y a autre chose qui est important, c'est qu'on parle de sondage tout ça, mais c'est l'abstention le plus grand marqueur. Voilà. Mais tu sais quoi, mais tu sais quoi, mais ce que je disais, c'est que quand je te parlais d'un socle idéologique identitaire, encore une fois, ça vous regarde. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de mal à ça. Vous le pensez pas, et chacun son opinion. Mais par exemple sur les questions économiques, sur le rapport économique que peut avoir Éric Zemmour ou Marine Le Pen, tout en découle. Et pour moi, il est là le problème, c'est qu'à partir du moment où, mais oui. Ils ont la même conception de l'identité et pas le même parti économique. Voilà, non mais à partir... Tu me dis que l'économie découlerait de la pensée du rapport à l'identité, c'est faux, ils ont le même rapport à l'identité et pas le même programme économique. Non mais par contre, parce qu'ils ont une chose en commun, c'est la préférence nationale. Et les deux se placent... Non mais les deux... Et un protectionnisme keynésien pour Marine Le Pen. Voilà, mais parce que les deux ont un champ qui s'appelle la préférence nationale. Éric Zemmour est quelqu'un de libéral derrière, mais Éric Zemmour fait de la préférence nationale. Marine Le Pen aussi. Moi, j'aimerais qu'on fasse évoluer le débat et qu'on se pose la question également du coup de faut-il débattre et discuter avec tout type d'idées. Nous, c'est des valeurs pour le coup, et je le dis avant de parler de ce sujet-là, mais nous, c'est des valeurs plutôt qu'on porte au crayon. On essaye le plus possible d'avoir le moins de tabous idéologiques pour aller dans le fond des sujets et d'inclure le maximum de Français et d'autres au sein de ce débat qu'on essaye d'organiser ici. On est aussi tout à fait ouvert aux opinions qui seraient contre cette idée-là, justement de débattre avec tout le monde. Est-ce que, selon vous, Georges, on doit débattre avec tout le monde dans le cas de l'extrême droite et même au-delà, d'ailleurs. Oui, moi je vais surtout parler évidemment. Au-delà. Je pense que toutes les idées qui se rapprochent de près ou de loin à la détestation de la France, moi je ne discute pas avec elles. Enfin, je peux débattre avec des gens qui n'aiment pas la France, je peux débattre avec des gens qui ont envie de la détruire, mais je ne tolère pas que ces gens-là aient un temps de parole démesuré, sachant qu'ils ne représentent en plus pas grand-chose de l'électorat français. Ça c'est le premier élément. Et ensuite, deuxième élément, je trouve qu'on accorde beaucoup trop d'importance à certaines idées marginales, certaines polémiques qui à mon avis n'ont pas de sens. Les Français ont des priorités. Les Français ont des attentes de l'élite politique. Il faut répondre à ces attentes. Lesquelles ? La sécurité notamment, la sécurité, l'identité, le pouvoir d'achat. À mon avis, c'est les trois moteurs aujourd'hui de l'identité et c'est les trois attentes les plus fondamentales qu'ont les Français. Et quand je suis sûr que Louis va me dire en mode qu'il ne faut pas débattre avec l'extrême droite, que l'extrême droite est dangereuse, que l'extrême droite dévie les vrais problèmes. En fait, je pense que c'est exactement l'inverse. Je pense que ce qu'il appelle l'extrême droite et ce que j'appelle la droite patriote, la droite nationale, porte les solutions, porte les vraies solutions aux problèmes des Français. Et je trouve que la gauche s'est fourvoyée depuis 1983 dans la défense des minorités. Elle a délaissé le peuple, elle a délaissé les classes prolétaires. Par des logiques marchéistes, par des logiques quasiment précurseurs de l'européisme, donc la crédulité dans le libéralisme. Des logiques capitalistes ? Des logiques ultra-capitalistes. Je pense que et d'ailleurs,
peut-être qu'on se rejoindra là-dessus. Je suis profondément critique envers le capitalisme. Je suis profondément. Mais quoi Ouais, c'est vrai. Je suis quasiment alter-capitaliste, et je pense que le premier rempart qu'on a contre le grand capital, contre le libéralisme effréné, c'est justement le patriotisme, c'est la défense des intérêts nationaux, c'est la remise en place de frontières, que ce soit pour donc tout à l'heure tu parlais des Western Union de Montebourg, bon c'est épisodique, mais plus généralement, il faut recréer des frontières monétaires, des frontières douanières, des frontières physiques, pour qu'on recouvre une souveraineté économique, financière et culturelle. Bon, sur les solutions, on y viendra après, hein. Je vais préserver mon temps de parole. Déjà, premièrement, au sujet, justement, tu parlais d'un temps de parole démesuré. Moi, personnellement, je suis de gauche, j'ai pas d'une chaîne d'extrême droite qui permet de poser toutes mes thématiques. J'aimerais d'ailleurs... Vous avez France Info. Hein, France Info, faut aller voir les interviews de candidats de gauche. Mais d'ailleurs, on parlait de temps de parole démesuré. CNews vient de se faire recadrer par le CSA parce que justement, il passait le temps de parole de la gauche pendant la nuit pour éviter de le faire passer. Donc, sur la question du temps de parole démesuré, c'est à revoir. Ensuite, sur les priorités des Français. Aujourd'hui, les priorités des Français, il y en a 4. Pouvoir d'achat, c'est la première. Santé, deuxième. Écologie et sécurité. C'est les deux se chevauchent. Sécurité, identité, pouvoir d'achat, ce serait bien quand même de parler d'écologie. Hein. L'humanité va traverser la plus grande crise qu'elle ait jamais connue depuis la création de sa civilisation. Non, mais l'avoir manqué, c'est aussi quelque chose d'intéressant. C'est que l'extrême droite sur l'écologie, je les trouve pas là en fait. Jamais. Ensuite, sur la question de ne pas débattre avec l'extrême droite. Moi, je pense que, d'ailleurs, je vais te le dire, je suis pas ici pour débattre avec toi. Je te combats. Je pense que l'extrême droite est extrêmement dangereuse. Pourquoi ? Parce qu'elle est ennemie des droits de l'homme. On a utilisé un mot tout à l'heure, c'est neutre. Des réunions en non-mixité. Hein. C'est pas moi non plus. Et d'ailleurs, si tu veux, on pourra avoir un débat sur les solutions. On était dans les anecdotes personnelles. Je vais t'en raconter une. Tu vas voir flou. Mais on parlait de la question de neutralité. Ouais, on va voir flou. La question de la neutralité. La République n'est pas un régime neutre. Les droits de l'homme ne sont pas neutres. Et l'extrême droite, aujourd'hui, ce qu'elle propose, pour moi, est ennemi des droits de l'homme. Quand j'entends Éric Zemmour, par exemple, demander de sortir de la Convention européenne des droits de l'homme parce qu'elle nous empêche de faire sortir du pays les mineurs isolés, je me trouve extrêmement inquiété. Et c'est pas le premier critère sur lequel l'extrême droite pose problème. C'est quelque chose que j'ai fait mes fiches tout à l'heure. J'ai regardé mes fiches et j'ai commencé à compter combien il y avait de Maghrébins en France, combien de personnes venaient en fonction de leur couleur de peau, combien se faisaient contrôler. Et je me disais, mais en fait, je commence à débattre avec l'extrême droite et je me retrouve à devoir compter les gens en fonction de leur origine, en fonction de leur couleur de peau, en fonction de leur religion. La République est une et indivisible. Ça c'est les droits de l'homme, ça. À partir du moment où on débat avec l'extrême droite, on met le doigt dans un engrenage dont on sort jamais. C'est pour ça que je me laisserai pas avoir dans le piège, je rentre jamais dans les débats de l'extrême droite. Premièrement, parce que quand vous passez sur le terrain des propositions et que vous rentrez dans la réalité fantasmée, toujours vous rentrez en compromission avec les droits de l'homme. Mais deuxièmement, parce qu'à tout baser sur la question identitaire, à tout baser sur le socle idéologique identitaire, on oublie que l'humanité, c'est une seule et même espèce. Et qu'il n'y a pas de culture supérieure à une autre. Et c'est d'ailleurs ce que je disais tout à l'heure quand je disais que l'extrême droite a un problème avec l'Afrique. Éric Zemmour, c'est ça sa théorie politique. Il dit qu'il y a la civilisation française, qui fait même partie d'une civilisation européenne, et qu'elle s'oppose à une civilisation islamique. Faut revenir un petit peu à la réalité. Bien sûr, il y a différentes... C'est pas du tout vrai. Mais c'est complètement faux. C'est du bidon. Déjà parce que... C'est la même civilisation, c'est la même culture. Mais non, ça n'a rien. Ce n'est pas la même culture. Mais il y a plein d'autres cultures. Par exemple, la culture américaine, la culture brésilienne. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a plein d'autres cultures. La culture américaine a influencé la culture française. La culture chinoise va venir poser des questions très très sérieuses. L'extrême droite ne s'en inquiète pas. Mais par contre, à partir du moment où ça commence à venir du Maghreb, là tout de suite, ça pose question. Et il parle d'un islam. Il y a 6 millions de musulmans dans ce pays. Vous allez me faire croire que les 6 millions de musulmans de ce pays, parce qu'ils sont musulmans, ils seraient islamistes? C'est ça que sous-entend Éric Zemmour. C'était face à Laurent Ruquier et Léa Salamé qu'il avait dit, il va falloir choisir entre être français ou être musulman. Mais ça c'est être contre les droits de l'homme. Les hommes naissent libres et égaux en droit. Les inégalités ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune, sans distinction de sexe, de race ou de religion. Ça, c'est les droits de l'homme. Et voilà pourquoi est-ce qu'il ne faut pas défendre avec l'extrême droite. Parce qu'à partir du moment où vous commencez à débattre avec eux, vous commencez à trier les gens en fonction de leur couleur de peau, en fonction de leur religion, en fonction de leur sexe, ce qui est antinomique avec les droits de l'homme. Mais aussi parce que à partir du moment où vous commencez à avoir un débat politique avec eux, vous laissez des personnes faire des propositions qui vont contre les droits de l'homme. Et je le rappelle, la politique n'est pas neutre. Et à partir du moment où on laisse la parole à ces gens-là, alors on laisse le régime se faire renverser
tergiverser derrière et tomber dans des travers que l'histoire a déjà connus. Et moi, c'est quelque chose qui m'inquiète très sérieusement. On passera aux anecdotes et à la mi-temps juste après. La question où je rebondis un peu sur ce que dit Louis, c'est est-ce que l'extrême droite, comme le caractérise Louis, ou la droite, comme tu vulgarisais, on va se tutoyer, c'est plus simple. On va être honnête. Comme tu le caractérises toi-même, Georges, est-ce qu'elle est là aussi pour compter les gens en fonction de leur religion ou leur couleur de peau quelle est du coup cette logique quand tu parles de préférence nationale ? Non, en fait, la droite, et à mon avis la majorité des Français, le bon sens voudrait qu'il différencie les Français et les étrangers. Je ne sais pas si c'est une distinction que fera Louis, mais que ce soit en économie, en politique, tu as sorti un argument, j'ai pas compris tout à l'heure, tu as dit on fait tous partie de la même espèce. Bien sûr. Waouh, merci mec. Tu sais quoi, mais heureusement, il faudrait que je commence à te l'apprendre. Non mais bien sûr, mais tu aurais dû le dire au début parce que j'avais pas capté. Oui, je vois ça que vous captez pas, c'est sur ça que vous fondez tous vos arguments. Non mais il y a les Français qu'on se doit de défendre, puisqu'on forme on forme une communauté française, et les étrangers. Voilà. Le monde n'est pas tout beau, le monde n'est pas tout gentil, il y a des étrangers qui nous en veulent. Il y a une tension avec certains pays étrangers. Je pense notamment à certaines politiques étrangères comme le Maroc, les politiques récentes d'Erdogan. On sent que... Ou récemment l'Australie avec l'histoire des sous-marins. Ou récemment l'Australie avec les sous-marins australiens, mais ce serait plus les Américains dans ce cas. On sent qu'il y a une tension avec la France. On sent que la France doit se réaffirmer. Et la droite nationale montre que en faisant en faisant juste les Français et pas les Renois, les Arabes, les trucs, mais juste des Français, en ne créant que des Français, on peut s'en sortir, on peut créer du commun. Tu vois ? Et c'est à mon avis le problème qu'a la gauche aujourd'hui, c'est qu'elle n'arrive plus à concevoir qu'il n'y ait que des Français. Elle voit à travers les gens, elle voit leur ethnie, elle voit leur orientation sexuelle, elle voit leur couleur de peau, leur religion. Nous, on s'en fout de tout ça. Nous, on dit qu'il n'y a que des Français. C'est ça. Et en fait, quelque part, on est plus universel que vous. Parce que vous allez voir chez les gens leur religion, vous allez prendre la défense des minorités, parce que, je le rappelle encore une fois, vous avez, il y a le délaissement de la classe prolétaire pour les minorités, qui est d'ailleurs issu des universités américaines. Tout à l'heure, tu me reprochais d'être habillé en Nike. L'ensemble des idées de la gauche progressiste aujourd'hui provient des universités américaines, qui ont d'ailleurs relu Derrida. Ah ouais, Marx, il est américain ? T'es marxiste ? Moi, je suis marxiste, ouais. T'es contre l'immigration ? Je suis marxiste. Ah non, moi, pas du tout. L'armée réserve du capital. Mais attends, c'est pas parce que Marx a écrit. Je suis pas un fanatique. Vas-y. Mais de toute façon, j'ai plein de choses à te répondre parce que t'as dit un nombre de conneries à la minute ahurissant. On va se calmer ? Non. J'ai dit, moi, je suis. Détends-toi, vraiment détends-toi. Non, moi, il y a aucune forme de violence. Il y a aucune forme de violence. Je suis très détendu. Par contre, le fait que tu aies raconté un nombre de bêtises ahurissantes à la minute, c'est factuel. Je suis très détendu. Concernant Marx, là, ce qu'il dit sur l'immigration, et c'est exactement ce qui se vérifie aujourd'hui, ce qu'il dit sur l'immigration, c'est que l'immigration tire les salaires à la baisse, profite au grand capital, et c'est exactement ce qu'on a vu avec les scandales de Deliveroo, de Uber Eats, c'est-à-dire qu'on va aller chercher une main-d'œuvre étrangère, comme ce qu'a fait la France dans les années 60, on va aller chercher une main-d'œuvre étrangère pour tirer les salaires à la baisse, pour faire pression sur le prolétariat français, pour que ce dernier n'ait plus d'arguments, parce qu'on va lui dire, oui, en fait, si t'es pas content, tu te casses, il y a un malien qui veut faire ton taf. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, et vous cautionnez ça. Et qu'est-ce qu'il propose, Marx ? Au nom de l'universalisme, vous allez dire à tout le monde, ouais, venez en France, il n'y a pas de galère, sauf qu'en fait, vous profitez au grand capital et à la grande bourgeoisie que vous croyez combattre. T'as cité Marx, qu'est-ce qu'il propose Marx alors par rapport à ce problème ? Qu'est-ce que dit Marx ? C'est quoi sa proposition à Marx ? C'est d'unir tous les prolétaires de chaque pays. Exactement, voilà. Donc n'invoque pas Marx. Non mais c'est exactement ce que je dis. Donc, vous êtes pour l'abolition des frontières et vous êtes pour la fin de la souveraineté française. Mais dites-le, il n'y a aucune galère. Non, déjà, quand je citais Marx, je disais simplement que lui voyait l'immigration dans un cadre très local, d'ailleurs à l'époque c'était l'immigration anglaise il me semble, ou irlandaise, il voyait l'immigration comme une manière de faire baisser les salaires, de profiter au grand capital. Voilà, et sa solution, mais il faut pousser le raisonnement jusqu'au bout. Non, j'ai jamais dit ça, je partage pas sa solution, je partage le constat qu'il fait sur l'immigration. Ah oui, c'est facile, il suffit de piocher là où ça nous arrange. Bon, premièrement, tu as cité une phrase, les Français méritent qu'on les défende, les étrangers font partie d'une autre catégorie. Oui. C'est ça, très bien. Bah oui, parfaitement. Et c'est là où tu t'es moqué quand j'ai dit les Français faisaient partie de la même espèce, c'est ça en fait le problème.
problème. C'est que aujourd'hui, l'extrême droite a davantage d'émotions à parler de l'insécurité française, qui est un sujet qui me préoccupe beaucoup, et on va en parler sur les solutions. Mais et je pense que tu as beaucoup de chiffres sur ça, mais est-ce que tu serais capable de me dire combien de personnes sont mortes dans la Méditerranée cette année? Non. Non, pourquoi? Parce que personne n'en parle. Fous, en fait. Voilà, et c'est ça le problème, tu t'en ouais. fous. Tu sais combien? 1161. Tu t'en fous que 1161 personnes soient mortes dans la mer? Oui. Fin du débat. Voilà, Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Moi, non, mais j'assume c'est ça. parfaitement. Voilà. Parfaitement. Ok, bah c'est le parfait. distinguo entre les Français et les étrangers. D'accord, ok. Et Qu'il ben, y en ait qui meurent, c'est très triste, mais il y a des gens qui meurent partout. Très bien. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens qui meurent, les Yéménites. Tu sais combien il y en a qui sont morts cette année? Ouais. Bah vas-y, dis-moi, donne-moi le chiffre. 36 000. 36 000, ok. Bon. Et tu sais quoi? C'est Bon. la France qui vend les armes aux personnes qui n'a tuent rien ces à gens-là. voir, c'est pas Mais du- si ça a quelque c'est- chose ça à n'a rien voir. Et c'est là, On ne gère pas la mais bien géopolitique sûr, de l'Arabie Saoudite. Quand, C'est ridicule. en fait, on va pas conditionner nos ventes à la politique que mènent les gens. mais bien sûr, ok. Ensuite. Non, mais c'est juste. Non, mais alors bien sûr, bien vous sûr. sortez des chiffres. Il y a un tel qui est mort. Il y a des gens qui meurent. Oui, mais il y a des gens qui meurent tout le temps. C'est malheureux. Moi, je me préoccupe des Français. Très Qu'est-ce bien. que les Français veulent? Moi, je me préoccupe de la politique. Je me préoccupe du monde entier. Je me préoccupe. Attention, les gens de gauche, de vous préoccuper du monde entier, oui. d'aller faire la leçon au monde entier. C'est exactement pour ça que c'est la gauche qui a colonisé. C'est exactement pour ça que c'est la gauche, à la Bernard-Henri Lévy, qui dit en Libye, il faut mener ce genre de politique, qui a la prétention de dire aux gens, vous ne savez pas vivre, on va vous emmener. Donc la gauche est décoloniale et Bernard-Henri Lévy est de gauche. Hein, c'est vraiment. colonial en France et colonial à l'étranger, bien sûr. Très bien. Bah moi je te le dis, je suis pas colonialiste. Je suis même contre la colonisation. D'accord. J'ai des engagements à ce sujet, mais sincèrement, je trouve que je veux que tu termines ton point et après on va. Je vais terminer mon point, mais en fait, tu as tout dit. Par exemple, à toutes les personnes qui sont autour de nous, et même toutes les personnes dans la vraie vie, dans le réel, mais si jamais une personne, enfin, je sais pas, quand un enfant tombe, le premier réflexe qu'on a, c'est de ramasser cet enfant. Tu confonds le macro et le micro. Non, parce que, l'État doit pas agir comme un humain. la politique, mais si, bien sûr, parce que l'État, c'est rien de plus qu'une machine pour organiser l'humanité. J'aimerais qu'on passe à la mi-temps et si vous me permettez cette dernière petite saillie sur ce sujet, il y a une Coupe du Monde organisée au Qatar et nous utilisons TikTok, bien que la Chine fasse avec les Ouïghours des choses effectivement assez contestables et dont on devrait se préoccuper. Également le Qatar et les esclaves qui ont été prouvés pour construire les stades. J'aimerais qu'on passe à la mi-temps, qui est un nouveau concept pour ceux qui regardent le ring et le crayon depuis pas mal de temps. J'aimerais que vous racontiez, de manière pas trop longue, mais une anecdote, sans que l'autre conteste, mais une anecdote personnelle qui vous rend sensible à cette question du débat qu'on a aujourd'hui sur faut-il débattre avec tout le monde et qu'est-ce que l'extrême droite. Je sais pas lequel de vous deux veut commencer. Vas-y. Quelle anecdote je pourrais raconter au sujet de l'extrême droite Assez courte, juste qui symbolise un peu plus humainement et plus personnellement les positions que tu prends aujourd'hui. Moi de base, je suis vendéen. Je suis né en Vendée. J'ai ensuite été dans les Mureaux, dans les cités, Mureaux, tout ça. J'ai après été à Amiens, j'ai après été à Bruxelles, père cheminot, donc du coup on a beaucoup voyagé. Et j'ai fait mon collège en Vendée. Arrive le moment de ma troisième où on me dit que je vais aller en banlieue parisienne. En Vendée, ça peut paraître triste, mais là-bas, il y avait que des personnes blanches, quoi. Vraiment que ça. Il y avait une personne noire. Ça peut paraître triste, c'est-à-dire ? Bah, ça peut paraître triste parce que je vais t'expliquer la conséquence qu'il y avait derrière. C'est que moi, quand on m'a expliqué que j'allais en banlieue et je commençais déjà à m'intéresser à l'actualité, et à l'époque, j'étais déjà de droite, sincèrement, j'étais. Non, à l'époque, si jamais tu me prends au collège où je commençais à m'intéresser à l'actualité, de moi, ce que je voyais, on me parlait, déjà à l'époque, on parlait d'invasion migratoire, voilà, je voyais ça, mais moi j'étais encore tout petit, je comprenais rien à ça. En arrivant dans l'imaginaire qu'on m'avait donné des banlieues depuis ma Vendée, je suis arrivé là-bas, j'étais absolument terrifié, et aujourd'hui, il y a aucun autre endroit où je voudrais vivre au monde. Parce que là où avant toutes les personnes étaient toutes vendéennes, pareil, voilà, j'ai découvert, oui, je dis blanche parce que c'est un autre sujet, mais c'est vrai que ça fait bizarre quand la France, voilà, et d'ailleurs c'est l'extrême droite, la France blanche et chrétienne. Moi aussi j'étais dans cet imaginaire-là à l'époque. Et non, c'est vrai, non, là, Éric Zemmour, il parle de France blanche et chrétienne. La première remarque que tu as faite sur l'existence, c'était, non. Il y avait que des blancs, ce que j'explique, triste à dire. C'est vachement triste. Tu sais, mais c'est raciste. Il n'est pas censé ne pas y avoir de contestation là. Arrête de vouloir tirer du racisme de tout ça. Ce que je t'explique, c'est que raciste, c'est juste l'expérience par la race. Non, mais pas du tout. Ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que quand on dit la France est blanche et chrétienne et que tu arrives à un endroit de la France où tout le monde a la couleur de peau blanche, enfin, les gens ont des couleurs de peau quand même. Et la couleur de peau. Ce serait triste.
C'est fou. Laisse-moi terminer. Juste déjà, va falloir se calmer sur la couleur de peau. Hein. Hey, moi je suis blanc. Hey, laisse-moi terminer. Moi je suis blanc, ok. T'as des personnes qui ont la couleur de peau noire. T'as des personnes qui ont une couleur de peau, voilà. Et de cette couleur de peau, il y a tout un imaginaire qui est créé. Et moi je combats ça, ok. Les couleurs de peau, c'est rien de plus qu'une couleur de peau. C'est la première chose que je dis. Sauf que aujourd'hui, il y a tout un imaginaire qui fait que on dit, bah, par exemple, et c'est la France blanche et chrétienne, et moi j'ai été éduqué dans ça. C'est ça que je dis. Quand je suis arrivé en banlieue, et que j'ai vu, mais merde quoi, ça m'a fait drôle. Voilà, c'est pas raciste que de le dire. Ça m'a fait drôle parce que j'avais tout cet imaginaire-là derrière moi. Et j'ai discuté avec des personnes, mais qui avaient une mère marocaine, un autre français, d'autres personnes, voilà, qui venaient de plein de cultures. Mais toutes ces personnes, à ce moment-là, je me suis pas posé la question de savoir s'ils étaient français ou pas. Et là où avant, j'étais dans cette image d'une France blanche et chrétienne, parce qu'il y a tout un imaginaire autour de ça, c'est en allant dans les endroits où il y a de la diversité que j'ai découvert que ça ne tenait pas, que ce n'était pas connecté au réel. Et c'est même pas à ce moment-là que je me suis politisé, c'est juste, ça a construit aujourd'hui ma réalité sur laquelle je fonde mes idées politiques. Et quand je te dis qu'il y a aujourd'hui des personnes qui sont inquiétées par l'immigration, c'est vrai, il y a des personnes, ils vivent dans des villages où t'as que des personnes qui ont la couleur de peau blanche. C'est pas raciste que de le dire. Non, c'est raciste de dire que c'est triste. Non, bah, ce que je dis, c'est que parce que ces gens-là vivent dans cela, et qu'on leur raconte qu'il y a qu'à aller se promener dans le RERD, je crois, ou dans le RERD, c'est ça qu'avait dit Éric Zemmour. Allez vous balader là-bas et vous verrez que c'est plus la France. C'est pour ça que je te parle. Raison. Bah non. Bah, voilà, c'est ça qui est triste. C'est ça qui est triste. C'est que tu as des personnes qui vivent dans un endroit où il y a que des personnes avec la couleur blanche. On leur montre des images du RERD où c'est vrai. Il n'y a pas que des personnes avec la couleur de peau blanche. Et c'est ça qui est triste. On dit. C'est pas du tout ce que tu as dit. Ce n'est pas la France. C'est pas du tout c'est exact. Bah écoute, je sais ce que je pense. Non, et là, on a la caméra. Que des personnes blanches, c'est triste. Bon, bref. Mais non, juste, j'aimerais corriger. Quand je dis c'est triste, c'est parce que, et c'est la conclusion que je mène, c'est que des personnes aujourd'hui, on les terrifie avec une diversité qui, en vérité, quand on la vit, on voit qu'elle ne pose pas de problème. Bon. C'est parce que justement l'extrême droite ne la vit pas, qu'elle croit que à partir du moment où il y a des cultures différentes, on va tous commencer à s'entretuer. C'est pas faux. C'est ça qui est triste. T'essaies de changer les propos parce qu'à partir du moment où je te donne une réalité, vous commencez à voir flou. C'est une réalité, c'est celle de Louis. C'est le but de cette anecdote. Non mais c'est très intéressant. Je conteste pas. Non mais je l'aurais pas interpellé s'il avait pas dit il y avait que des blancs, c'est triste. Enfin bref. Mais juste, tu sais que les gens voient la caméra, ouais. J'ai dit 3 fois le truc, c'est toi qui essaies de tirer le truc. C'est juste parce que pour moi c'est symptomatique. Il y aura la VAR. Ouais, il y aura la VAR. Pour moi c'est symptomatique de la pensée que tu représentes. Mais attends, alors j'aimerais juste compléter. Vous savez quoi? Ouais, je pense que c'est triste. Je pense que c'est triste. Ouais, bah, je pense qu'aujourd'hui, c'est triste de voir que quand je vais dans le 16e arrondissement, il y a que des blancs et que quand je me retrouve à aller dans le bas du 18e, il y a que des personnes de couleur. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est factuel. Quand vous allez par exemple sur les bancs de l'université Sciences Po, vous voyez que des personnes avec la couleur de peau blanche. Quand vous allez dans les lycéens professionnels, vous voyez beaucoup plus de personnes avec une couleur de peau. Parce que vous voyez la couleur de peau, moi je vois le statut social. Non, tu sais, voilà. Et voilà. Et c'est là où j'aimerais terminer, c'est que c'est bien la preuve. C'est bien la preuve que à Sciences Po, là c'est marrant que tu cites cet exemple-là. À Sciences Po, tu vas me dire, ouais, il y a que des blancs. Non, il y a que des riches. C'est différent. Il y a pas de mecs qui viennent d'Ardèche. Il y a pas de classe pour les. Donc la couleur de peau n'a pas d'influence sur le parcours professionnel. Absolument pas. Absolument pas. Absolument pas. Ah ouais. C'est parce que vous êtes racialiste. On en débattra juste après. Ah ouais. Donc les gens peuvent mourir dans la Méditerranée et la couleur de peau n'a aucune influence sur l'avenir professionnel. Je vois, alors vraiment pour le coup, j'en ai vu des phrases qui n'ont aucun rapport, mais celle-ci. Bah il y a la VAR, hein. Les gens t'ont vu, hein. Ouais. Trêve de filouterie. Je veux bien que tu passes à ton anecdote. Ben non, mais c'est marrant parce que moi j'ai pas la même anecdote parce que moi j'ai jamais habité là où il y avait que des blancs. J'ai grandi à Évry dans le 91. J'ai pris le RERD, donc tu faisais référence à une phrase avec Zemmour. J'ai pris le RERD. J'étais souvent le seul blanc. Bon, mais en fait je m'en suis pas tenu à ça pour être de droite entre guillemets. Moi le discours que j'ai, mes potes dans mon quartier ont le même. C'est-à-dire qu'ils en ont marre d'être vus comme des assistés. Ils en ont marre, ils veulent le retour d'une France qui a des couilles, quoi. Ils veulent le retour de valeurs fortes. C'est ça qu'ils veulent. Et ils se disent, ouais, on en a marre qu'on nous considère comme des assistés, des handicapés. On veut qu'on nous parle comme des vrais gens. On veut que la police soit forte. On veut qu'il y ait on veut une éducation forte.
Tu vois, on en a marre des petits mecs de Sciences Po qu'on nous envoie qui tiennent pas la route. On veut un truc fort. On veut faire de notre culture la culture française. C'est ce qu'ils disent. Les mecs des quartiers ? Ouais. C'est son anecdote, mais c'est justement le but, c'est de sortir justement de la conversation. Ouais, il y en a, ouais. On veut une police forte, les mecs des quartiers. Bah oui. Parce que tu sais que les mecs qui foutent le bordel dans les quartiers, c'est une infime minorité qui casse beaucoup plus les couilles à tous les gens du quartier que la France entière. Hein. Tu sais que t'as 20% de plus, tu te fais contrôler 20 fois plus si jamais t'es d'origine maghrébine ou que t'as la couleur de peau noire que si jamais t'as une autre couleur de peau. Ouais. Mais les gens veulent de la police forte, bien sûr. Ouais. C'est la fin de ce petit interlude, cette mi-temps. J'aimerais maintenant qu'on passe et qu'on débatte probablement un peu moins longtemps, mais qu'on débatte surtout des solutions que vous y voyez sur ces logiques-là. Tu parles de combattre l'extrême droite, que tu nuances très fortement avec le principe de débattre. Je pense qu'on le voit très bien à la véhémence de ton argumentation. Et Georges, quelle solution tu verrais à justement le fait que les gens ne considèrent plus ce que toi tu estimes être de droite, d'extrême droite, et le fait justement que les gens arrêtent de combattre la droite, ou selon tes propres visions des choses, mais plutôt débattent, en fait. Parce que Louis... Déjà, il y a certaines personnes qui pourraient se dire, il est bien de dire, c'est quoi la différence entre débattre et combattre ? Il y a 10 ans, on m'aurait proposé ce débat, je l'aurais pas accepté. Parce que, et c'était même en 2002, c'est d'ailleurs ce que Chirac a fait, il a dit, moi je débattrai pas avec Jean-Marie Le Pen. Pourquoi ? Parce que l'extrême droite n'avait pas la place qu'elle a aujourd'hui politiquement et surtout médiatiquement. Aujourd'hui, on se retrouve dans un contexte où, que je le veuille ou non, que je refuse des débats ou non, l'extrême droite aura toujours plus la parole que la gauche. Donc à partir du moment où le rapport de force se renverse, on change la méthode. Mais par contre, je ne considérerai jamais l'extrême droite comme un acteur légitime dans le débat démocratique, et c'est pour ça que je vais contre ces gens-là, c'est parce que je le veuille ou non, ils sont là où avant c'était pas forcément le cas, donc maintenant j'y vais et je combats. Maintenant, j'ai juste une question par rapport à ça, si jamais la gauche était majoritaire, tu ne te... si la gauche était majoritaire, je serais même pas là, je leur ferais pas ce plaisir. Mais ensuite, il y a une deuxième chose. C'était quoi ton autre question ? Ma question, c'était, du coup, c'est un peu les deux thèmes de ce débat. C'est le fait de débattre, ou même de combattre, mais le fait de parler avec n'importe qui et n'importe quelle personne en France, et le fait de définir ce qu'est l'extrême droite ou la droite. Quelle solution on pourrait trouver pour clarifier ce terme, qui du coup, aujourd'hui, vous oppose sur la définition ? Mais je vois pas vraiment l'intérêt de vouloir clarifier le terme extrême droite. On n'a jamais vraiment réussi à clarifier la politique, à poser des noms justes. C'est en constante évolution, et jamais à un moment dans l'histoire on a pu être capable de dire ça c'est correctement la gauche, ça c'est correctement l'extrême droite. C'est pas possible. Donc pour moi, et c'est là où c'était le débat qu'on avait tout à l'heure, pour moi, à partir du moment où une philosophie politique base toutes ses pensées économiques, démocratiques, tout ça, sur le fondement d'une identité nationale fantasmée, pour moi, c'est l'extrême droite. C'est comme ça que je le définis. Beaucoup de personnes qui sont de gauche ne seront pas d'accord avec moi. L'extrême droite ne sera pas d'accord avec moi. C'est la définition que j'en donne. Et après, ensuite, je vois, par exemple, un François Barouin, ça va, on peut discuter avec. Un Éric Ciotti, là, pourtant, ils sont dans le même parti. Bon, voilà. C'est arrêter de vouloir tout le temps poser des cases. Ça fonctionne pas comme ça, la politique. Ok, mais ça permet aussi de clarifier. On parlait ça ensuite c'est votre rôle, c'est le rôle des journalistes de devoir essayer de clarifier. C'est aussi notre rôle. Nous aussi aujourd'hui, tu milites politiquement, je milite politiquement, on débat avec des gens, on nourrit le débat d'idées, on donne chacun nos définitions. Vous journalistes, vous l'interprétez, le public lui il le reçoit pas. La politique c'est vivant, mais on n'arrivera jamais à dire qu'est-ce qui est d'extrême droite, qu'est-ce qui est d'extrême gauche. La politique c'est vivant, c'est ça qui est intéressant aussi. Je comprends très bien la démarche, et je me considère plus comme un donneur de parole qu'un animateur, qu'un journaliste. Georges, du coup, comment faire pour clarifier ce terme d'extrême droite qui, du coup, en fait, aujourd'hui, j'ai entendu récemment sur le plateau de TPMP Éric Nolot être qualifié d'extrême droite. Fasciste, je crois. Ou fasciste, mais le terme est souvent calqué entre les deux. Ça, pour le c'est du pareil au même. Je suis content que... voilà. Non mais c'est ce que je voulais mais oui, pour moi c'est du pareil au même. Quand tu dis d'extrême droite, c'est fasciste. C'est un synonyme. D'accord, comment tu définirais le fascisme ? C'est justement ça la question. C'est ça. Non, c'est marrant. Comment tu définis la solution ? Moi je te parle d'une vraie définition, pas une définition, pas la tienne. Moi je parle d'une définition... 3 choses à dire. Premièrement,
la définition sur le fascisme, elle n'est pas facile. Déjà parce qu'il y a deux types de fascisme. Vous avez le fascisme de l'époque, la définition historique, et ensuite, tu as l'expression qu'aujourd'hui on utilise pour parler de l'extrême droite, qui est celle de fasciste. Pourquoi ? Parce que moi, j'estime que l'extrême droite, aujourd'hui, est héritière des mouvements fascistes. Voilà, c'est mon analyse. Aujourd'hui, moi, on va m'affubler d'islamo-gauchiste. Et ce truc-là, c'est l'héritage de judéo-trotskistes, par exemple. Les mots... Il faut pas leur... Alors, surtout en politique. L'islamo-gauchiste, c'est l'héritage de judéo... Le judéo-bolchevisme, ouais. Pour moi, oui, ceux qu'on qualifiait de judéo-bolchevisme à l'époque... Qui était une insulte ultra antisémite, et du coup, maintenant, ça deviendrait l'islamo-gauchiste. J'ai pas suivi le raisonnement. Ok, en fait, voilà, c'est ça, c'est que... C'est là, et c'est ça. Non, islamo-gauchisme non plus. Ouais. Là où, c'est tagué sur, voilà, il y a des personnes qui font des attentats contre ça. Enfin, faut aussi le rappeler. L'extrême droite fait des attentats. Christchurch, ouais, l'islamisme aussi. Sauf que moi, je les condamne les attentats des islamistes. Bah, moi aussi, je condamne les attentats de Christchurch. Les attentats. Ok, d'accord. Ouais. Après, moi, il est pas dans mon camp. Le truc sur le fascisme, c'est que tu peux avoir la définition historique, mais là, on parle politique. Oui, mais sauf que les mots ont un sens, tu vois. C'est pas, tu peux pas dire ça a été comme ça dans l'histoire, mais maintenant ça a changé. Bah si, regarde, tout le monde vous appelle facho. Non, mais il n'y a pas tout le monde. Mais il y a beaucoup de gens qui vous appellent facho. Les mots, c'est comme la politique. Surtout les mots qui parlent de politique. Oui, c'est vivant. Le fascisme est un concept qui a été créé pour combattre un ennemi imaginaire. Qui a été créé par SOS Racisme, qui a été créé, et même Jospin l'a reconnu en 2004. Le théâtre antifasciste, c'était une blague. Tu vois, vous avez pas compris la blague, vous êtes encore dans Qu'est-ce que tu penses de... Vas-y. Parce que il y avait une question tout à l'heure, tu me demandais... Je demandais du coup comment on peut clarifier la définition de ce terme, parce que j'imagine que même toi, tu as une vision de l'extrême droite aussi. Moi, comment clarifier l'extrême droite, et je pense que je combats aussi l'extrême droite à ma manière. Alors, il y a deux choses. La première, c'est que je pense que les tenants de ceux qui parlent de fachos, d'ailleurs, ils sont tous à Sciences Po. Enfin, ils sont tous... Non, je suis pas à Sciences Po. Oui, mais tous les gens qui pensent ces idées-là, le générateur de ce genre d'idées se retrouve à Sciences Po et dans les universités sociales. La question est pas là. Mais toujours est-il que je pense que ces gens-là vont disparaître. Je pense que démographiquement, ils vont disparaître. Ils ne représentent plus rien dans l'électorat français. Ils vont finir comme l'UNEF à faire 2% à chaque élection. Donc c'est pas un problème. Moi, si je viens là, c'est par plaisir de voir comment quelqu'un qui ne représente rien de l'électorat français a la prétention de dire toi t'es un facho, toi t'es extrême droite, toi truc. Moi ça me fascine. Parce que je me dis mais attends, mais moi si je faisais 6%, si j'étais aussi rien de l'électorat français, comment je réagirais ? Il y aurait un truc un peu de fierté, de me dire putain comment ça se passe, personne n'est d'accord avec moi. Et non, ils trouvent quand même la manière d'avoir un magistère moral. De se dire en mode ouais, moi je suis le mec très humain, toi t'es un facho. Moi je te jure, ça me fascine. Et ensuite, tu me posais la question, la deuxième question, quelle solution trouver pour que les Français, et même ceux qui vivent en France et qui parlent dans les espaces publics français, parce qu'il n'y a pas seulement des Français d'ailleurs, comment réussir à faire en sorte de créer un espace de débat ? Et ça, pour le coup, comme je l'ai dit, c'est aussi des valeurs qu'on défend. Comment on crée un espace de débat où tout le monde y est invité ? Certains y sont combattus si tu le souhaites, Louis, mais comment tout le monde y est invité, ce qui pendant longtemps n'a pas été le cas, que ça soit à l'extrême droite, mais que ça soit à l'extrême gauche aussi également. Ouais. Où la France Insoumise a été souvent fuie, et eux-mêmes ont fui les médias par justement un mauvais traitement qu'ils avaient subi. Non mais je pense qu'on ne... Quelle solution peut y avoir ? Ça dépend des interlocuteurs. Parce qu'il y a des interlocuteurs, parce que moi je réponds à ta question en prenant l'extrême gauche comme modèle et non pas l'extrême droite. Mais je pense qu'il y a des interlocuteurs avec qui on peut débattre, qui ont vraiment une volonté de vérité. Moi je ne te combats pas, moi je m'en branle, je te connais pas, je connais pas tes idées, je m'en fous, tu vois, je te combats pas personnellement. Moi je discute avec toi, je me dis putain c'est intéressant, comment il fait pour penser ça, comment il arrive à avoir comment faire la généalogie de ses idées, moi c'est ça qui m'intéresse. Te combat je m'en branle, tu vois. C'est tout l'intérêt d'ailleurs de l'anecdote, c'est de faire juste un peu une généalogie d'idées. Non mais tu vois c'est ça, c'est comment t'en arrives à là, comment tu peux penser ce genre de truc et tout. Moi c'est ça qui m'intéresse, je vais pas te combattre, c'est pas mon rôle, tu vois, moi je suis pas un militant. Je suis journaliste, j'analyse le fait politique, ça m'intéresse. Journaliste à valeur actuelle, c'est pas neutre, hein. Ouais. Bah voilà, il y a un peu de militantisme à valeur actuelle. Rien n'est neutre.
Bah oui, justement. Non, mais à l'heure actuelle, ça porte quand même une certaine idéologie politique. J'y suis plus d'ailleurs. Oui, t'es à VA+, ça change. Non, je suis pas VA+. J'y suis plus. D'accord, mais t'y as été. Oui. Ouais, ok. Mais moi, je me considère plus comme journaliste que comme militant. D'accord. Enfin, tu veux dire que il y a des mais c'est personnel, il y a des interlocuteurs avec qui on peut débattre, et d'autres interlocuteurs qui ont la volonté de combattre, et ces gens-là, je ne peux pas discuter avec eux. Ok, moi je vais déjà sur... on reviendra sur le fascisme après, c'est intéressant. Hein. Ouais, sur le fascisme, quand on laisse... Et d'ailleurs, c'est quelque chose que tu as dit, hein, quand je t'ai demandé si tu en avais quelque chose à faire qu'on laisse mourir des gens dans la Méditerranée, tu m'as répondu non. Ouais. Pour moi, ça, c'est symptomatique d'un fascisme. Quand Eric Ciotti dit qu'il veut un Guantanamo à la française, prison qui viole tous les droits de l'homme, pour moi, c'est symptomatique d'un fascisme. Quand on dit qu'on veut remettre en cause certains principes des droits de l'homme pour appliquer certaines choses, pour moi, c'est symptomatique d'un fascisme. Ça correspond pas forcément à la définition historique, mais pour moi, c'est quand même symptomatique de quelque chose. Et c'est pour ça que les gens taguent cela, par exemple, dans les rues, et c'est pas des gens de Sciences Po. Ensuite, d'ailleurs, ça se voit d'ailleurs que t'es quelqu'un de Sciences Po, parce que tu parles de la France Insoumise qui a fait 6%, mais moi, j'en m'en fous de la FI, mais vraiment, qu'est-ce que je m'en fous? Moi, je suis pas un militant politique dans les appareils. Moi, c'est pas ça mon sujet. Moi, j'ai commencé par parler pour les lycéens. T'es sur BFM TV, t'es sur TPMP. Oui, bien sûr, mais parce que mais je suis dans aucun appareil politique. Et on m'a proposé plusieurs fois d'aller dans des appareils politiques, mais c'est pas mon but. Moi, je m'en fiche. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est de porter des idées. Voilà. Et tu sais pourquoi? Tu demandais, oui, combattre, tu t'en branles. Moi, je m'en fous pas. Moi, je te combats. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où les personnes que tu penses être bonnes pour le pouvoir, elles passent au pouvoir, c'est mes potes qui sont renvoyés chez eux. C'est mes potes à qui on oblige de changer de prénom. C'est des potes à moi, c'est même des gens de ma famille, ou c'est même... moi ça va quoi, j'arrive à m'en sortir, et encore j'ai eu du bol. Mais c'est des gens de ma famille qui se retrouvent dans la merde au travail. La politique, c'est pas un débat de salon. La politique, ça implique des vraies choses, ça implique des vies, ça a des conséquences. Et... ne serait-ce, là je t'ai parlé de mes proches pour donner mon intérêt personnel derrière, mais rien que de savoir qu'aujourd'hui on puisse laisser mourir des milliers de personnes dans la mer sans vouloir aller les sauver, en voyant par exemple les images qu'on a de ça, je ne peux pas rester insensible à ça. Je ne peux pas me dire je vais en débattre dans un salon autour de ma tasse de thé. Non, je vais militer. Voilà, je vais combattre. Et c'est pour ça que pour ça que je vous combats. Je comprends. Et c'est au final, tu es contre cette logique de c'est parce que ça a des conséquences. C'est ça que les gens comprennent pas. C'est que l'extrême droite aujourd'hui, c'est en train de monter parce que il y a une espèce d'hystérie médiatique autour de l'insécurité, des questions d'identité. C'est notamment dû aux choix éditoriaux de CNews et des politiques. C'est CNews qui a placé non, l'extrême c'est pas droite que. C'est pour moi notamment Emmanuel Macron et les sorties de différents ministres et aussi Marine Le Pen qui a fait une très bonne stratégie de dédiabolisation pendant des années et des années. C'est un tout. Et ça fait même partie d'une certaine période historique. Quand vous regardez, c'est pas juste que les gens sont enclins à voter pour des partis que tu juges d'extrême droite, mais qui sont de droite. C'est pas juste ça. Je pense que c'est un tout. Il y a certaines personnes qui voient certaines choses et qui leur disent, moi j'ai envie de voter extrême droite pour ça. Je veux pas le nier, c'est une réalité. Mais il y a aussi le fait que certaines personnes, quand elles allument la télé, quand elles ouvrent les journaux, quand elles entendent les politiques, il y a une espèce complotisme mondain. Mais c'est pas une question de complotisme de dire qu'à partir du moment où tu vois, t'entends parler d'insécurité H24 sur ta télé ou dans les infos. Mais c'est un autre débat. On ne met pas sur la table le sujet de l'insécurité pour que les gens votent à droite. Ça n'a pas de sens. C'est quoi l'intérêt des médias que les gens votent à droite? C'est toi qui tombes dans le complotisme. J'ai jamais dit que les gens faisaient ça pour qu'ils votent à droite. C'est parce que. Mais laisse-moi t'expliquer. C'est pas qu'on a l'extrême droite à 19 parce que les médias parlent d'insécurité. Je vais t'expliquer pourquoi. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est un tout. 2000 agressions par jour. Okay. 2000 agressions par jour. Moi, je me préoccupe plus de ces 2000 agressions que des mecs qui meurent. L'insécurité, elle est en baisse en France ou pas? Non. Ok, sur certains sujets, elle est en baisse. C'est faux, lesquels? J'ai les chiffres là. Vas-y, 37% d'homicides en moins en 20 ans. Les homicides et tentatives d'homicide augmentent de 12% par rapport à 2019. 2200 faits recensés. Très bien, oui. Et c'est là où vous voyez que c'est intéressant. C'est qu'il prend les chiffres de 2019. 2019, c'est récent. On n'observe pas l'évolution d'un État sur 2019. Mais t'es à Sciences Po. C'est pas raisonnable que de faire ça. C'est quelle année, toi? Ça, 37% d'homicides en moins en 20 ans. Chiffre. C'est faux. Alain Bauer a débunké. Ok, c'est faux. C'est les chiffres de la gendarmerie. Non mais c'est les chiffres de la gendarmerie. Bon si Alain Bauer l'a dit, mais bon, la police et la gendarmerie et le service qui est créé pour analyser ces données-là sont apparemment moins compétents. Et c'est pour ça aussi qu'il faut combattre l'extrême droite. C'est que quand vous leur mettez des faits qui leur plaisent pas,
Non, c'est pas vrai. Si je peux me permettre, la vidéo que tu as faite sur Blonde Studio, je la trouve de qualité et très intéressante. Il y a eu beaucoup de gens que ça a fait réagir et qui ont mis une vidéo d'Alain Bauer qui n'était pas d'accord. Je ne suis pas là, moi, pour être l'arbitre de qui a raison entre les deux. On mettra les deux vidéos en description et les gens se feront leur avis. On mettra d'autres sources. Mais j'aimerais aussi rappeler que on dit qu'aujourd'hui la France est dans une insécurité folle. Mais après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une période qu'on a appelée la période de brutalisation où les gens en sortant de la guerre étaient ultra violents les uns les autres. Dans les manifs en 48. Dans les années, il me semble que c'est dans les années 70-80. On avait un immense problème d'alcoolisme en France. L'insécurité était explosive à cause de ce problème-là. Mais faut pas faire comme si ça n'avait pas existé. Des problèmes d'insécurité dans le pays. Déjà, premier élément, pas sur tes chiffres. Deuxième élément, c'est pas parce que ça existait avant. Mais non, ce que je suis en train de dire, c'est que les gens nous disent non, parce que vous dites que la France aujourd'hui est au bord de la guerre civile, que l'insécurité n'a jamais été aussi haute. Sauf que quand on regarde les chiffres d'il y a 20 ans avant, et quand, mais laisse-moi terminer. Descends. Tu vas descendre. Descendons. Mais c'est ça. Non, mais c'est toi qui commences à hurler alors que j'explique quelque chose. Je suis en train. Mais tu vas m'en sortir l'argument comme quoi c'est celui qui constate le début de la guerre civile qui l'entraîne. C'est faux. Franchement, faire le débat tout seul et donner les arguments des autres, si ça c'est pas un symptôme du fascisme. Il y a 20 ans. Ok, les chiffres de l'insécurité étaient beaucoup plus hauts sur les homicides, sur les violences physiques, sur les vols avec violence. Mais par contre, si vous regardez sur les cambriolages, c'est en hausse. Il y a une hausse de l'insécurité sur les cambriolages. Je vais pas le nier. Ce que je suis en train de dire... La droite est à 19% parce que les cambriolages augmentent. Ce que je suis en train de dire... C'est ce que tu es en train de me dire? Bah écoute, si tu poses les questions qui t'arrangent, on va pas s'en sortir. Laisse-moi terminer mon propos. Ce que je suis en train de dire, c'est que l'insécurité, c'est un débat qui est important. C'est un débat qui a lieu d'être. Mais c'est un débat qui est aujourd'hui hystérisé. Aujourd'hui, on n'est pas raisonnable quand on parle d'insécurité. Je suis totalement d'accord. Et vous savez pourquoi? Moi, j'ai beaucoup de mal, sur un plateau Touche pas à mon poste, d'entendre une femme qui parle de l'agression qu'elle a vécue et ensuite de devoir essayer de raisonner un peu le débat. Je ne me sens pas de dire à cette femme « Oui, mais madame, regardez, l'insécurité est en baisse. » Parce que quand je m'intéresse à son cas, à elle, je ne peux pas dire ça à une personne, à une victime. Mais quand il y a toutes les personnes qui regardent et qui s'attendent à avoir un avis sur l'insécurité, à avoir une analyse politique de l'insécurité, je me retrouve dans le flou. Et c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, les débats sur l'insécurité, on les prend sur un fait précis, dramatique, qui fait mal. Mais tous les débats aujourd'hui. Mais tous les débats. Et c'est ça le problème. Il y a un problème de déontologie. C'est pas vrai, non, c'est pas vrai. Sans prendre, moi je prends aucun parti ni pour ou contre l'augmentation de l'insécurité en France. Ce que je dis juste, c'est qu'effectivement aujourd'hui, il y a beaucoup de débats qui sont... Oui, mais ça, c'est la télévision du 21e siècle. Et c'est problématique. C'est problématique, oui. Mais c'est que ça, c'est pas moi qui suis sur le PMP. Et pour moi, tu sais pourquoi j'y vais? Justement parce que j'essaie de lutter contre ça. Parce que pour moi, aujourd'hui, la télévision du 21e siècle surfe sur les questions de sécurité qui ne sont plus traitées avec raison, et c'est ça qui profite à l'extrême droite. Pour moi, c'est pas une question de favoriser le vote à droite ou quoi. C'est uniquement une question de business. Et je travaille dans les médias, je suis capable de vous le dire. Aujourd'hui, si jamais on parle autant des sujets qui plaisent à l'extrême droite, c'est parce qu'on sait que l'extrême droite va surfer dessus, que la gauche, ils vont répondre, que du coup, ça va monter en tendance. C'est le sujet parfait pour faire du fric. Non, mais voilà. Même du nombre de vues de la vidéo que tu avais fait. Mais oui, c'est ça. Mais vous savez quoi? Je parlais d'insécurité, je savais très bien que ça allait buzzer. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas. Mais non, mais je participe de ça. Mais non, mais je participe de ça. Pourquoi? Pour donner des vrais chiffres sur la sécurité. Non, mais d'accord, mais ne condamne pas ce phénomène si tu participes activement. Non, tu sais, en étant sur TPMP, en étant sur BFM, en intervenant sur des sujets houleux. Mais excuse-moi, mais t'es pas raisonnable sur mon engagement. Cette vidéo que j'ai faite sur l'insécurité, je savais qu'elle allait buzzer. Pourquoi? Parce que j'ai donné des chiffres de l'insécurité en baisse. Quand je vais sur Touche pas à mon poste, j'y vais pour aller porter des opinions qui sont pas portées d'habitude. J'y vais pour ramener ma réalité qui est la mienne et à laquelle semblent s'identifier beaucoup de gens à ce que je vois. Voilà, j'y vais pas pour faire du fric. Attends, quand tu dis beaucoup de gens, c'est quoi tes chiffres? Là, je vais pas te donner des chiffres, juste les DM que je reçois, les gens à qui je parle dans la rue, la reconnaissance de mon milieu social. Je donne pas un fait. Je dis simplement qu'aujourd'hui, quand je vois dans mon milieu social, je vois que je semble toucher une réalité. Ton milieu social est différent et c'est normal que toi, ça fonctionne beaucoup plus de ton autre côté. Ce que je dis, c'est que quand j'y participe, moi, c'est justement pour essayer de ralentir ce phénomène qui profite à l'extrême droite. Et c'est ça aussi, notamment, le problème en France. Je comprends très bien et je vous remercie tous les deux parce que c'était un débat très animé et que je trouve, même s'il y a eu d'autres... C'était un ring. C'était un ring, mais je trouve en vrai qu'il y a eu aussi beaucoup de moments où vous avez concédé des points à l'autre sur quelques petits aspects parce que c'était réellement ce que vous pensiez. Vous n'avez pas caricaturé votre propos et je vous en remercie.
J'espère qu'on aura d'autres rings comme ça et je suis très content de cette nouvelle Bah formule oui, c'était chouette. je trouvais que l'anecdote personnelle ça apportait quand même aussi beaucoup de poids à ce que vous disiez et on comprenait la généalogie de votre pensée. Bah quand l'autre interrompait pas pour modifier, mais oui. Effectivement, je vais peut-être pas modérer assez sévèrement, Je pense, vais je pense la prochaine fois. Ou sinon je vais me faire punir par la loi. Merci beaucoup les amis de nous avoir regardés. C'était Louis Boyard et Georges Jordi et Valron Liberto pour le crayon. On se retrouve très bientôt pour le débrief. Abonnez-vous, lâchez un commentaire pour le référencement, vous connaissez. Salut.